Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Tour de France, le débrief de l'étape numéro 10 de ce Tour de France 2020, étape qui nous reliait l'île d'Oléron à l'île de Ré. Alors pas par la mer, on passait par Royan par exemple, Rochefort, La Rochelle, qui étaient les points clés de cette étape toute plate. C'était l'étape la plus plate de ce Tour de France, 596 mètres de dénivelé positif. Un peu de vent quand même, un peu plus que prévu par Météo France. Météo France avait prévu 15 km/h, on est monté jusqu'à 25 km/h, mais ce n'est pas suffisant pour avoir des coups de bordure dans cette étape. Il aurait fallu qu'on dépasse les 35 km/h ou qu'on ait des rafales. Qu'on ait un vent régulier à 20 km/h, mais des rafales qui dépassaient les 35-40 km/h, ce qui n'était pas le cas dans cette étape numéro 10. Mais c'est pas pour ça qu'on a eu une étape chiante, on a eu une étape très animée. Déjà en termes de rythme, première heure de course, 49 km/h. Pour vous donner, on est arrivé à l'horaire le plus rapide, on était à plus de 47 de moyenne, je crois, aujourd'hui. Donc c'est quand même costaud. Le résumé, il est assez court de cette étape parce qu'on est arrivé au sprint, on a eu une attaque de Michael Scher et Stephen Kung, le coureur de la Groupama FDJ, un duel de Suisse, qui n'a jamais eu énormément d'avance, il faut le dire. Ils sont restés une grosse heure et demie en tête du peloton. Enfin, en tête du peloton en échappé. Au maximum, ils ont 1 minute 40. Ils sont repris à 98 km de l'arrivée. Et puis ensuite, ça a été dans les 100 derniers kilomètres, je m'excuse pour la lumière derrière, ça a été l'enchaînement des chutes. Énormément de chutes dans cette fin d'étape. Sur les 100 derniers kilomètres, on a eu une première chute avec Nicolas Roche, Robert Resink, également Sam Bewley. Sam Bewley a abandonné. On a eu également Tom Skuins, on a eu Brian Cocard, Pogacar, Guillaume Martin, Warren Barguil, Julien Lafilippe, Miguel Ángel López. Tous ceux-là ont été impliqués plus ou moins de manière proche d'une chute. Cocard par exemple est tombé, mais Alaphilippe n'est pas tombé, mais il a été longuement retardé par une chute. Donc voilà, ça a été une journée très animée, du vent dans la fin d'étape, mais qui n'a pas créé de coup de bordure véritablement. Ce sont les coureurs les moins forts qui se sont fait lâcher, et à la fin, victoire de Sam Bennett devant Caleb Ewan et Peter Sagan. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, ça va être assez rapide. De toute façon, cette vidéo va être assez rapide. Je pense qu'on ne dépassera pas les 10 minutes. Je mets Viviani au top. Pourquoi ? 4e Viviani. C'est la première fois du Tour de France qu'on voit Viviani, qu'on voit véritablement le sprinter italien. Parce que Laporte avait fait un sprint, c'était je crois du côté de l'Avor, et pour le moment on n'avait pas vu Viviani. Il a fait quand même du bon boulot parce qu'il y a pas mal de coureurs qui ont été dépêchés pour aider Guillaume Martin à un moment. Donc il avait que Consoni. Même Laporte a aidé pendant très longtemps Guillaume Martin, donc il avait que Simone Consoni. Et il arrive quand même à faire 4e dans un style de sprint qu'il affectionne quand même. Notre ami Viviani, c'est-à-dire les sprints vent de face, c'est quand même une discipline dans laquelle il n'est pas mauvais normalement, un domaine dans lequel il est bon. Viviani, sprint vent de face, là il a joué de son talent pour se placer. C'est un garçon de la piste, hein, Viviani, pour ceux qui ne sauraient pas, il a été champion olympique en 2012 de l'Omnium devant un certain Brian Cocard. Donc ils ont des profils. Alors les coureurs sont très différents, on va dire, mais ils ont quand même un talent qui leur vient de la piste pour sauter d'une roue à l'autre, et c'est ce qu'il a fait. Hein. Vous regarderez, il est quasiment pas emmené, il n'est pas emmené dans le final Viviani, mais il saute d'une roue à l'autre. Je crois qu'il va du côté de Chaseball et pas de chance. Il fallait aller de l'autre côté. Mais belle 4e place de Viviani, qui finit quand même juste derrière Sagan. Et puis Cocard 7e. Parce que malgré une chute, malgré le mal de dos, on retrouve là le talent des champions qui se battent, même quand tout leur semble, quand tout semble aller de travers, ils arrivent quand même à se dépasser. Donc le résultat est pas dingue pour Brian Cocard, encore pas hyper bien emmené. Je trouve que Vital Concept n'arrive pas à l'emmener correctement. Soit il le laisse se démerder seul, soit il l'emmène correctement. Mais là, ils font un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a deux coureurs qui sont là, mais qui se retrouvent en deuxième rideau. On ne sait pas trop ce qu'ils font, de Buchkereux
et Reza, ce qui fait qu'au final, à la fin, il se démerde seul. Il est obligé de remonter un peu dans le dernier kilomètre, donc pas excellent de la part de Bryan Coquard, mais on était un peu inquiet et il a quand même fait le sprint, il fait 7ème. J'espère qu'il ne s'est pas trop gravement blessé au dos. Il part faire des radios. Il est parti faire des radios juste après l'étape, donc on verra. On aura peut-être des informations demain. Du côté des flops, Bonifacio 21ème. Il est pas dans le coup, Bonifacio. Là, je l'ai vu. Alors, il a commencé à son sprint à 400 mètres. Mais ça se déclenche pas en fait, il n'y a rien qui se produit, il n'y a pas d'accélération majeure de la part de Bonifacio, donc c'est assez frustrant je pense pour lui. On sait qu'il a mal au dos, donc ça doit pas l'aider quand même, mais là là je l'ai vraiment vu sprinter aujourd'hui, il n'y a absolument aucun rythme, hein. Donc pour l'instant c'est pas possible pour lui, et c'est vrai que sur une journée comme celle-là, sur un sprint en plus où il fallait être intelligent dans son placement, moi j'avais mis je crois Bonifacio parmi mes favoris, où j'y avais pensé aujourd'hui, et il en a quand même manqué pas mal pour le sprinter italien. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! 2 coureurs au top aujourd'hui. Je commence par le vainqueur du jour, Sam Bennett. Très bonne journée pour Sam Bennett. Vous savez, c'est un coureur que j'aime bien. Ça devient enfin un vainqueur sur les 3 grands tours. Et ça, du côté des sprinters, c'est toujours... Vous passez un cap quand même quand vous gagnez, enfin pour n'importe quel coureur, quand vous gagnez sur les 3 grands tours. Mais pour les sprinters, c'est obligatoire maintenant, je dirais, sur les cartes de visite. Et Sam Bennett, il lui manquait ça. Il avait gagné sur le Giro, il avait gagné sur la Vuelta. Il a souvent été barré, il faut se rappeler quand même, à la Bora par Peter Sagan, qui faisait le Tour de France. Donc c'était un peu compliqué pour Sam Bennett. Il a été très fort, le champion d'Irlande. Emmené plutôt bien, mais pas non plus de manière exceptionnelle. Il y a des équipes qui ont mieux emmené que la De Koninck aujourd'hui, qui a dépensé beaucoup d'énergie à rouler à certains moments, alors que je pense que ce n'était pas obligatoire. Par exemple, ils ont roulé très fort à 115 km de l'arrivée, alors qu'il n'y avait aucune possibilité de faire un coup de bordure. Ils voulaient surtout pas se faire avoir, je pense, par un coup de bordure, mais à des moments, ils ont roulé de manière totalement inutile. Mais donc, du côté de Sam Bennett, très belle étape. Moi je considère qu'il a vraiment fait une très très bonne journée. Il reprend le maillot vert en plus, coup double. Sagan va avoir du mal cette année pour le maillot vert, parce que Bennett, il est costaud. Et puis il y a, sur les étapes de montagne, vous regarderez quand on fera la présentation, quand je ferai l'analyse de ces étapes-là, mais pour les avoir regardées attentivement, beaucoup de sprints intermédiaires sont soit avant les difficultés, donc là Sam Bennett peut totalement faire des sprints intermédiaires à ce moment-là, ou soit sont après de grandes difficultés et Sagan ne passera pas les sommets de première catégorie. Donc ça va pas être facile en montagne pour que Sagan récupère 2 points. Il y a toujours l'étape de Bourg-en-Bresse, mais je pense que Bennett est capable de la passer. Ouais. Ça va pas être facile pour Sagan cette année, le maillot vert, il faut le dire. Mais Bennett, voilà, très très bonne journée. Et puis je pense que c'est l'objectif en plus de De Koninck, très clairement le maillot vert. Donc ils vont continuer à faire le travail. Je m'excuse vraiment pour la lumière qui clignote. Ça m'énerve également, je peux vous le dire. Mais quand je m'en suis aperçu, j'ai déjà fait la vidéo depuis 2 minutes 30. Donc j'allais pas arrêter en si bon chemin. On continue avec Caleb Ewan, deuxième. Encore là, malgré le fait qu'il n'ait pas de lanceur, malgré le fait qu'il est... Alors certes, il partait au début de ce Tour de France avec une équipe à son service, mais ils ne sont plus que 5 du côté de la Lotto. Donc 4 coureurs qui peuvent l'aider. C'est compliqué quand même pour Caleb Ewan. Et là, il a encore fait un très bon sprint. Encore une fois, vent de face, il est très fort dans ce domaine-là aussi, Caleb Ewan. Un peu comme c'était à Lavore, où il avait gagné l'étape. Non, c'était Sisteron. C'était pas Lavore, c'était Sisteron. Il a passé une très bonne journée. Après, il peut pas faire beaucoup mieux. Caleb Ewan, il chasse les étapes parce que lui, le maillot vert, c'est pas ce qui l'intéresse. Contrairement à d'autres sprinters qui veulent collectionner les maillots de meilleurs sprinters, les maillots à points, lui ça n'a jamais été réellement son objectif, que ça soit sur le Tour de France, sur le Giro. Chaque fois que je l'ai vu, c'était rarement
Enfin, il s'est jamais battu pour ce genre de classement annexe, on va dire. Mais très belle journée de Caleb Ewan. Deuxième, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Il fait un bon sprint, il se faufile bien. Bon, on connaît un petit peu Caleb Ewan quand même. Je passe au flop très rapidement parce que je veux vraiment pas que la vidéo soit trop longue. Chaseball, comment faire vite quand on est aussi bien, quand on a autant de monde pour l'emmener. Il se retrouvait trop tôt devant. Alors ça, c'est l'erreur de débutant quand il y a du vent de face pour une équipe. C'est d'emmener trop tôt. Il faut emmener vraiment au dernier moment en vent de face parce que vous pouvez remonter très facilement les autres trains. Donc c'est ce qui s'est passé. Malgré tout, Chaseball, il en manque, je pense, pour gagner des étapes sur le Tour de France. C'est un bon sprinter, mais il n'est pas excellent. Ouais, vous voyez la nuance, c'est pas un mauvais coureur. Il a un talent, ça c'est clair et net. Mais pas suffisant pour remporter un sprint avec aujourd'hui tous les grands sprinters. Peut-être qu'en dernière semaine, ça pourra plus le faire, mais pour le moment, il y a trop de monde et il n'arrive pas à jouer sa carte. Je continue avec Trentin, 12e. Pourquoi flop Trentin? Parce que c'est fou, il est bien sur les sprints intermédiaires. Alors je sais bien que tout le monde ne fait pas les sprints intermédiaires, mais là encore, c'était à Châtelaillon plage, où il y avait quand même plusieurs coureurs qui ont fait la course. Donc là, il est bien, parce qu'il finit deuxième derrière Sagan devant Bennett, parce que j'en ai pas parlé du sprint intermédiaire. Et pourtant, derrière, sur les grands sprints, il n'y a rien qui se produit. Je pense qu'aussi, la CCC ne l'emmène absolument pas. Je ne comprends pas pourquoi un Greg Van Avermaet ou d'autres coureurs dans cette équipe, c'est pas comme s'ils avaient énormément de leaders. Pour le général, chez CCC, il n'y en a pas. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne met pas plus de main-d'œuvre pour emmener Trentin. Parce qu'un sprinter qui n'est pas lancé, il ne peut absolument rien faire. Alors après, on sait que Trentin, il y a de grandes chances qu'il change d'équipe dès la fin de saison, qu'il aille chez UAE. Ça sera pas mal parce que là, je pense qu'il aura peut-être une équipe pour le lancer. À la Deceuninck, qui gagnait des courses, mais il était aussi lancé à la Deceuninck. Il faut s'en rappeler. Il avait un train. Là, il lui manque un train du côté de la CCC. Ça manque d'éléments. Et puis, je termine du côté des sprinters avec la NTT et Walscheid. Maximilian, de son prénom, 19e. J'ai pas compris, déjà pourquoi on l'a mis lui comme sprinter principal aujourd'hui, alors que Boisson-Hagen avait montré quand même des bonnes choses. Ryan Gibbons également. On sait que c'est un sprinter qui a en plus la capacité de sprinter longtemps. Vent de face, c'était quand même, je pense, un sprint pour Ryan Gibbons. Pourquoi on a mis Walscheid, qui est quand même pas le meilleur sprinter du monde? C'est un peu comme Chaseball, sauf que bon... Du côté de Sunweb, sinon, ils ont Niklas Arm. C'est pas non plus suffisamment bon pour gagner des sprints. Donc là, du côté de la NTT, vous avez quand même Boisson-Hagen et Gibbon qui sont capables de faire mieux que 19e. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on a mis Walscheid, sprinter numéro 1 aujourd'hui. Parce que c'était une opportunité, je pense, pour les deux autres de faire un très très bon résultat. Les NTT auraient pu être facilement dans le top 5 quand on voit les forces en présence, donc c'est un petit peu dommageable. Et puis je finis par un flop, c'est Boorman. Boorman ne jouera pas le Tour de France aujourd'hui et cette année il a perdu encore 5 minutes 25, il avait déjà perdu 5, il était déjà à 5 minutes au général. Boorman, là on a vu, il n'est pas en forme, il s'est fait lâcher très très tôt dans l'étape, il est revenu mais difficilement, et puis là après quand il y a eu les coups de bordure, ça n'allait pas beaucoup mieux pour Boorman. Je pense pas qu'il soit au top de sa forme, peut-être un petit peu malade, peut-être un petit souci physique pour le coureur de la Bora, mais pour l'instant ça ne va pas. Et c'est quand même dommage parce que c'était lui le leader. Et tu t'imagines que Kamna ou même Charman, on les a laissés un petit peu de côté alors que c'est des coureurs qui auraient pu faire des très très belles choses. Maintenant, on sait que du côté de la Bora, sur les étapes de montagne, ils seront dans les échappées. Un Charman, par exemple, du côté de l'étape qui part de Saran en Corrèze jeudi, ça aurait de la gueule dans une échappée. Je dis ça, je dis rien, je le mettrai peut-être dans mes favoris. J'ai pas encore fait la présentation de cette étape-là, je la ferai demain. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si j'étais un petit peu fatigué, même s'il y avait une lumière qui clignote. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao!